Alors, on voulait vous parler de cette histoire assez incroyable. On parle souvent, Laurent, bonjour. Bonjour David. Des hedge funds spécialisés dans la vente à découvert, qui gagnent parfois donc des millions de dollars en mettant la pression sur certaines sociétés en disant voilà, on a identifié les faiblesses, etc., etc. Et ben voilà, on a un contre-exemple. C'est assez rare quand même pour ne pas passer à côté. En ce début d'année, ça se passe aux États-Unis et plusieurs fonds qui se sont fait prendre un peu à leur propre jeu par des investisseurs particuliers, c'est ça. Oui, Et c'est assez incroyable parce que... Et en même temps, on va voir que l'histoire est peut-être un peu plus complexe. Et donc là, elle brasse beaucoup des thèmes qu'on a abordés sur la vente à découvert, sur les hedge funds, sur le high frequency trading et effectivement sur les nouveaux courtiers à la Robinhood. C'est vraiment un condensé de tout ce qu'est le capitalisme boursier américain en ce moment. Voilà, et donc on part, on traverse, on franchit l'Atlantique, on va aux États-Unis et on parle de GameStop. GameStop, c'est des jeux vidéo, c'est la distribution de jeux vidéo. Exactement, ça ne parlait pas forcément à l'investisseur français moyen. D'ailleurs, moi, j'ignorais, j'avais même oublié que c'était notamment la maison mère de Micromania, qu'on connaît peut-être plus en France. Et effectivement, c'est un groupe essentiellement basé sur la distribution de jeux vidéo. Et là, vous vous doutez, David, que c'est compliqué quand on s'appelle GameStop, puisque entre une industrie qui se dématérialise de plus en plus, avec bien sûr, là aussi, quand vous êtes une entreprise physique, des coûts d'infrastructure assez lourds, la concurrence des e-commerçants comme Amazon. Voilà, c'est une entreprise qui était plutôt en difficulté, qui a eu un pic à 56 $ fin 2013. Qui a eu une baisse progressive, puis un effondrement de son cours, puisqu'on était à l'été 2020 autour de 4 $. Elle a remonté avec l'entrée d'un investisseur, Ryan Cohen, qui a vu le potentiel de cette entreprise. On était autour de 15-20 $. Et puis, effectivement, il y avait, plutôt déjà ce rebond qui avait été anticipé, mais qui n'est rien comparé à ce qui s'est passé ensuite. Oui, après, les performances, elles sont carrément à 4-0. On va en reparler, oui. Et du coup, au passage, certains fonds ont jugé que cette reprise était trop rapide, voilà. Et alors que les difficultés, pour le coup, de GameStop étaient, pour le coup, bien réelles. Exactement. C'est là où les hedge funds, les fonds spéculatifs rentrent dans le jeu. Exactement, tout à fait. Et c'est SP Global qui nous expliquait que le titre GameStop, ça avait été le plus vendu à découvert sur l'ensemble de la côte américaine en 2020. Les positions short, tenez-vous bien, représentaient encore jusqu'à peu 140% du flottant, parce qu'on peut vendre plusieurs fois une action à découvert. On rappelle le principe de la vente à découvert rapidement. On vend un truc qu'on n'a pas, qu'on a emprunté. Voilà, c'est-à-dire qu'on vend on emprunte un titre qui est vendu immédiatement et on Quand on emprunte, on donne d'ailleurs, on rémunère. On rémunère. Celui qui est gentiment une action qui vous la prête. Exactement, il y a un petit taux d'intérêt qui est lié à cette rémunération de l'emprunt. Avec cette action-là, on la vend. Exactement, et on espère que quand il faudra la rendre à la personne à laquelle on l'a empruntée, eh bien, elle vaudra moins cher. On la rachètera moins cher pour la rendre. Voilà, et donc on empochera la différence puisqu'on l'a déjà vendu. Donc voilà, le principe est simple. Et effectivement, il est appliqué à large échelle par les hedge funds américains. Et parmi ces fonds, on retrouve Melville Capital Management, célèbre fonds d'investissement new-yorkais, avec à sa tête un monsieur qui s'appelle Gabriel Plotkin. Visiblement, dès 2018, ils étaient en position vendeuse sur GameStop et ils ont continué jusqu'au début de cette année où les choses se sont singulièrement corsées. Ouais. D'autant que quand ça marche, en tout cas c'est très rentable, il faut quand même l'expliquer. Quand ça marche, ce type de truc, l'avantage on gagne des millions de dollars. On gagne des millions. Mais parfois, les hedge funds peuvent se faire prendre, c'est assez rare quand même, à revers par le marché. Et ça peut coûter cher. Il faut revenir, c'est un peu loin, en 2008, avec l'affaire Volkswagen. Oui, l'affaire Volkswagen, on va l'évoquer rapidement, mais il y avait aussi également un grand mouvement de vente à découvert sur Volkswagen, sauf qu'on s'est rendu compte à un moment qu'il y avait beaucoup moins de titres en circulation qu'on ne le pensait, donc il a fallu racheter ses positions, car oui, quand le titre remonte, finalement, les pertes que vous générez s'alourdissent, vous devez faire ce qu'on appelle un appel de marge, c'est-à-dire refinancer votre position, ça coûte très cher, et donc le plus simple est de racheter l'action, ce qui alimente la hausse du cours, et ce qui alimente parfois des hausses folles du cours. Et c'est ce qui s'est passé là sur GameStop. Sauf que ça vient effectivement, et vous l'avez dit, d'un point de départ assez inattendu. Alors vous connaissez Reddit. Là aussi, c'est pas forcément le réseau social le plus connu en France. C'est un réseau social assez ancien, plutôt turbulent. On y parle de tout et de rien. On s'échange des infos parfois très précises entre des insultes, des mimes, des histoires drôles. Et à un moment, il y a quand même un forum sur Reddit qui s'appelle Wall Street Bets, les paris de Wall Street, qui comprend quand même 2 millions d'utilisateurs et qui a dit, tiens, un jour, parce que finalement, ils sont aussi un peu geeks, ces traders individuels qui ont peut-être aussi découvert la bourse lors du confinement grâce à Robinhood. Et ils se sont dit, c'est quand même pas sympa pour GameStop, ces gens qui sont à découvert. Nous, on va acheter l'action GameStop.
Et on va leur faire rendre gorge. Ils pouvaient voir les positions du fonds, notamment Melville Capital, puisque contrairement à certaines positions vendeuses, ils avaient des puts, des options à la vente Melville. Donc elles sont déclarées auprès de la SEC, l'autorité. Donc on voit les volumes. Voilà, exactement. Donc ils ont pu voir ce qu'il y avait, ils ont pu voir qu'il y avait de gros volumes. Et ils se sont dit comme ça, voilà, ils ont fait passer le mot, écoutez les gars, finalement, achetons à la fois des actions, mais aussi des options. Et c'est là aussi, c'est où on arrive à deux choses. Vous créez ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que finalement, en achetant ça, eh bien, vous avez le cours qui monte, et ce qu'on vient de décrire, les vendeurs qui sont obligés de se racheter. Dans la panique. Mais vous créez aussi ce qu'on appelle un gamma squeeze, attention David, c'est-à-dire que quand vous achetez des options, des calls, eh bien, les gens qui vous vendent ces calls sont obligés d'acheter les actions, puisque ce sont des options. Mais il faut le dire, il faut couvrir leur position. Disons que ça explique ce phénomène de boule de neige pour effectivement aussi se hedger, couvrir leur position. Donc on a un effet boule de neige, un double mouvement qui fait monter le titre. Et oui, alors on va regarder le titre. Plus 18,5% lundi. Tranquille. Plus 91% mardi. Plus 131% hier, avec un titre qui s'échange désormais à plus de $300. Et puis comme si ça ne suffisait pas... Ça fait 600% comme depuis en une semaine. C'est ça, on est même plus, je crois que c'est 700, 800 maintenant. Et comme si ça ne suffisait pas, eh ben on a des gens comme Elon Musk qui font des tweets en disant GameStonk, une espèce de jeu de mots entre GameStop et l'action Stonk Stock, voilà, pour dire. En fait, Stonk c'est le mot un peu argotique pour dire stock, l'action. Ah oui, donc voilà, c'est une espèce de, en gros, qui sont rentrés. Il y a quelques investisseurs institutionnels qui sont rentrés en lot pour continuer à alimenter cet engouement, cet enthousiasme complètement délirant. Comment on réagit pour le coup les hedge funds face à cette offensive? Qu'on trouve, mais voilà, qu'on trouve vraiment assez savoureuse. Alors c'est ça, et c'est peut-être cette partie de l'histoire qu'on va un peu démonter tout à l'heure. Effectivement, il y a ce côté Robin des Bois, ça tombe bien quand on sait le nom du courtier, mais voilà, les petits actionnaires qui prennent à revers les gros fonds d'investissement. Et finalement, comment se comportent les hedge funds là-dessus? Ils ont essayé de tenir, et puis à un moment, en fait, ils n'ont pas réussi. Ils ont vraiment été pris à revers. Certains ont perdu des grosses paumes, exactement. Melville Capital, il a récemment annoncé une injection de 2,75 milliards de dollars de la part de deux investisseurs institutionnels, deux fonds, Citadel, retenez bien ce nom. Pour renflouer. Oui, pour renflouer, et Point72, à tel point qu'effectivement, il y avait un autre fonds, Citron Research, et que ces deux fonds Melville Capital et Citron Research ont annoncé qu'ils avaient fermé ces positions et que, a priori, je crois que voilà, parce que dans le cas de Citron Research, ils avaient une position annoncée la semaine dernière en achetant des actions autour de $90. Ils avaient parié que l'action descendrait à $20. Et boum, bim. Attends, pardon, je vous coupe, mais ça donne des idées quand même, parce que GameStop, il y a peut-être d'autres valeurs qui sont shortées à mort. Exactement, et ça explique même d'ailleurs une partie de ce qu'on a vu hier, même sur le marché français. Oui, je me suis posé la question. Hier, je regarde Boursorama et je vois Klépierre et Unibail. Et je vois plus 10, plus 15, plus 20. Je me dis, mais il n'y a pas d'annonce. Qu'est-ce qui s'est passé sur de les reconfinement. Comment ça fait monter le cours? Et je n'ai pas compris. Il y a un lien entre... en fait, c'est-à-dire que toutes les valeurs les plus shortées, parce que les foncières en France en font partie, on peut retrouver aussi Europcar, qui a bien progressé. On parle aussi de Nokia, ont profité de cet engouement. Qui a dit ne pas comprendre la hausse du cours? Exactement. Et aux États-Unis, AMC Networks, qui est un réseau, lui a bénéficié aussi de cet engouement puisqu'il avait été identifié sur Wall Street Bet comme potentiellement une des valeurs les plus vendues. Et puis là aussi, il affecte le côté network de films et autres. Donc il a pris, je crois hier, 289%. À tel point que justement certains courtiers, notamment Ameritrade, ont été obligés de mettre le holà et à bloquer un petit peu la mesure de restriction, notamment sur GameStop. Donc on voit bien que le mouvement a pris une ampleur assez incroyable, avec un autre truc assez dingue finalement, c'est que on a assisté sur les marchés américains à la baisse des valeurs tech traditionnelles, puisqu'il a fallu arbitrer un certain nombre de hedge funds pour racheter ces valeurs dont ils ne voulaient pas. On dû vendre des positions qu'ils voulaient. Microsoft hier a très peu progressé alors que les résultats qu'ils ont publiés la veille étaient excellents. Et on se dit aussi que c'est un contre-coup de toute cette histoire. La conclusion, si on devait faire un résumé de ce qu'on se dit là, au-delà de se dire que pour une fois ce sont les petits actionnaires qui mettent une petite chic note sur la tête des instis, des vendeurs à découvert, des fonds spéculatifs, dont c'est le métier, quoi. Alors, c'est intéressant parce que depuis ce matin, en fait, il y a
une autre son de cloche qui commence et une petite nuance qui commence à arriver. Déjà, on s'interrogeait sur ce qu'allait dire la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse américaine. A priori, on peut pas dire grand-chose si un ensemble de gens décident d'acheter une action, ce qu'on appelle le pump and dump, mais là, c'est fait sans bénéficier d'informations privilégiées. Et finalement, vous dites, moi, j'aime GameStop, je trouve que cette société elle est super, elle ne mérite pas ce qui lui arrive, je vais l'acheter. Si j'arrive à convaincre mon voisin et les 1000 personnes autour de moi... Il n'y a pas d'initié, il n'y a pas d'initié. Donc voilà. Par contre, ce que font remarquer, en fait, de plus en plus de gens ce matin, c'est de se dire, cette histoire de David contre Goliath, c'est peut-être un petit peu simple. Et peut-être qu'il y a de ça, effectivement, cette histoire de Reddit et les belles, mais peut-être qu'il y a aussi Goliath contre Goliath, et cette espèce de côté un peu sympathique de Reddit pour faire une belle histoire. Pourquoi ? Beaucoup mettent en avant notamment le Robinhood, et on sait que le système de Robinhood pour se financer, c'est ce qu'on appelle, David, on a déjà parlé, c'est le Payment for Order Flow, littéralement le paiement pour le flux d'ordre. Ça veut dire que des teneurs de marché, des market makers, payent Robinhood pour recevoir leurs ordres. Ouais. Et vous savez qui est l'un des principaux market makers de Robinhood ? Non. C'est une des branches du fonds Citadel dont je vous ai parlé avant, qui s'appelle Citadel Securities, qui achète à Robinhood ses ordres et qui peut ainsi... Quel intérêt là pour le coup pour le market ? Eh bien, ça lui permet... Alors, le front-running est interdit, c'est-à-dire cette capacité à faire des ordres avant vos clients, mais ça vous donne quand même un état des positions... de la tendance. Ça vous permet aussi, l'accord entre Citadel et Robinhood est fait de telle sorte que vous avez quand même, vous bénéficiez d'une certaine latitude pour vous-même optimiser vos coûts de transaction et faire vos ordres. Certains accusent même carrément Citadel de front-running, ce qui est interdit, mais le teneur de marché a déjà été condamné dans le passé. Et en fait, notamment aux États-Unis, beaucoup sont en train de se dire, mais vous délirez, on a vu passer des volumes hier, des blocs de 5-10 000 actions, alors que l'action valait plus de $300. Où est l'investisseur particulier là-dedans ? Et de dire que finalement, oui, ok, il y a ça, mais qu'il y a aussi beaucoup potentiellement de trading à haute fréquence, de fonds qui aussi étaient dans le jeu. Et ça modifie un petit peu la vision un peu sympathique, un peu rigolote qu'on en avait au début. Tout ça n'est donc pas anecdotique, tout sauf anecdotique cette histoire. Non, exactement. Bon. Surtout quand on voit les répercussions que ça a eu. Sur des... voilà, je pense que Unibail Rodamco, Westfield, hier, ils ont dû se dire, mais bon, voilà. En même temps, dans ce sens-là, c'est mieux que faire plus 20. On est, voilà. Bon, voilà, on voulait vous raconter cette histoire absolument incroyable. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.